Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Alors dans votre famille politique, il y a le style Mélenchon qu'on connaît bien, qui est fait d'éloquence, d'érudition, de grands discours. Et puis quelque part, il y a le style Daniel Simonet qui est un peu plus terre à terre, au contact des gens, avec un petit côté saltimbanque de la politique, comme on va le voir ici. Bonjour, c'est le Front de gauche. Jusque dans le métro parisien, le Front de gauche mène campagne sans relâche contre la loi sur l'emploi. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont au travail ce matin? Oh, ben ça fait pas lourd, hein, forcément, c'est la crise. Hein. On peut s'opposer à cette loi, refuser que les députés l'adoptent. Alors ça, c'est une criée dans le métro, c'est bien ça. C'est vous qui avez inventé le concept, on peut le dire. Je trouve que ça représente assez bien votre façon de faire de la politique. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous commencer l'entretien en vous demandant de définir votre façon de faire de la politique. Ben, c'est de vouloir impliquer le plus grand nombre pour que, si on souhaite changer nos conditions de vie et si on veut radicalement changer la société, ben, il faut que le plus grand nombre s'en mêle. Puisque aujourd'hui, eh bien, les politiques, elles sont souvent faites par une petite poignée, quoi. Et nous critiquons beaucoup la Ve République, sa logique oligarchique. Et on souhaite vraiment que le peuple s'approprie son destin, puisse écrire la Constitution et que les lois cessent d'être faites sans le peuple et contre le peuple. Donc c'est déclencher une implication collective. Exactement, une implication collective. Alors vous avez dit dans un article qui vous était consacré que votre conception de l'engagement, c'était de mettre vos tripes sur la table. On le sent, on le voit dans cette archive-là. Mais cette façon de faire, ça peut aussi déranger, ça peut aussi agacer. Par exemple, dans le métro, là, vous rentrez un peu de force dans la vie de ces passagers en criant, en essayant de les faire réagir. Vous comprenez que ça puisse aussi un peu agacer? Eh bien, en fait, à chaque fois, j'ai vraiment des réactions des citoyens, des citoyennes, majoritairement contents. Parce que justement, on ne se prend pas au sérieux. Et en même temps, fait passer un message extrêmement sérieux. Et cette façon de casser un peu les codes, non, c'est pas parce qu'on est élu, qu'on a un mandat, qu'on est au-dessus des autres. On est en République très attaché à liberté, égalité, fraternité. Et donc, il faut, je pense, assumer de casser les codes pour permettre à tout le monde de se sentir légitime pour s'engager dans la bataille politique. Alors, on ne va pas faire toute la liste de vos happenings politiques, mais quand même, vous avez fait défiler un faux chameau à Paris-Plage. Ça, c'était pour dénoncer la fermeture de lits à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Et puis, vous avez aussi mis en scène des poulets géants plongeant dans une piscine. Ça, c'était pour dénoncer l'importation de poulets au chlore américain. C'est le grand marché transatlantique. C'était un accord de libre-échange avec les États-Unis. Exactement. Et en fait, aucun média n'en parlait. On fait cette action, cet happening. On se marre beaucoup à ce moment-là, ça fait un vrai buzz. Et du coup, on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire un article pleine page du Monde qui va, par cette entrée-là, aborder très sérieusement, comme nous le souhaitions, eh bien, les conséquences terribles des accords de libre-échange. Vous avez répondu à la question avant que je vous la pose, parce que moi, ma question, c'est, il y a un côté drôle, amusant, ça fait sourire, mais est-ce que c'est vraiment efficace? C'est Mathilde Panot. Oui, Mathilde Panot, on l'a reconnue toute jeune, c'est vrai, sur les images. Mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas de la politique spectacle? Eh bien, écoutez, on est dans une société du spectacle où on veut nous divertir, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que les citoyens ne se préoccupent pas de la politique en les divertissant. Nous, au contraire, on torse ça, et je fais l'inverse. Par la mise en spectacle, j'intéresse tout le monde à un sujet extrêmement important, par une image, par l'humour, par le décalage. Alors, dans un registre très différent, vous avez aussi monté votre propre spectacle, un seul en scène, très personnel, très politique. Le titre, c'était « Hubert, les salauds et mes ovaires ». Ça répondait à quel besoin chez vous? Alors, le besoin d'abord de raconter ce que j'avais découvert en soutenant de manière un petit peu accidentelle, en fait, la lutte des taxis. Et je prenais conscience de l'ubérisation et à quel point c'était un suicide social collectif contre notre code du travail, contre notre système de protection sociale et contre nos services publics aussi par le biais de l'évasion fiscale. Et puis, j'avais aussi envie de parler de la bataille féministe et à quel point c'était important aussi quand on est une femme en politique d'assumer de mener ce combat-là. Et finalement, pourquoi ce mode d'expression, la scène? Eh bien, parce qu'en fait, la scène, elle libère complètement et elle permet aussi donc de casser les codes. Et puis, vous savez, c'est pas tout le monde qui va ouvrir la porte pour aller dans une salle et un meeting politique. Par contre, à un spectacle, vous invitez vos amis, vos voisins, vos proches. Et donc, le spectacle, la narration peut permettre
justement d'aborder la question politique. Et j'aime beaucoup cette démarche voilà, d'éducation populaire. Et donc, quand on voit votre façon de faire de la politique, eh bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec votre environnement familial, vos parents, qui sont artistes, sculpteurs. On les voit sur ces images. Vous assumez une forme d'héritage familial? Ah bah bien sûr. Moi, je suis Cette très dimension fière, artiste, elle est un peu présente en vous? Voilà, alors de manière totalement différente. Moi, je suis très fière de mes parents. Bah, oui, là, C'est vous, enfant, devant une de leurs œuvres. En train de sautiller devant une grande chaise de mes parents, qui a été exposée d'ailleurs au Grand Palais également. C'est vrai que mes parents ont une vie professionnelle d'engagement, à travers l'engagement artistique, voilà, d'assumer, de créer un langage, de créer des formes, de créer de l'art, et de l'art dans la rue. De l'art pour que tout le monde puisse l'approprier et vivre avec. Donc ils ont fait à la fois du jeu et de la sculpture monumentale. Et c'est vrai que le fait d'assumer aussi ces transgressions esthétiques, je pense que ça m'a accompagné. Après, ils avaient aussi des engagements militants, et on aimait beaucoup débattre, et on aime toujours débattre dans la famille, et je pense que cette éducation, elle vous a influencé forcément. Elle m'a construite. Et alors, en me penchant sur votre histoire familiale, j'ai découvert que vous étiez aussi croyante, catholique, pratiquante jusqu'à l'âge de 18 ans. Il paraît que vous vouliez même à un moment devenir Mère Teresa. C'est vrai? Oui, ça? quand j'étais toute petite, c'était vraiment l'injustice, ne pas supporter, ne pas accepter qu'il y ait des enfants qui meurent de faim. Moi, je ne manquais de rien. Je me suis rendu compte bien après que mes parents étaient quand même bien fauchés au début de leur vie. Hein. Et comme disent mes parents, souvent, c'est quand on a une vie d'artiste, ce qui est compliqué, c'est les 60 premières années professionnelles. Mais c'est vrai que cette figure où on s'engage toute sa vie pour les autres et contre l'injustice, le fait que des enfants puissent mourir de faim, eh bien, ça m'avait marqué. Et ça veut dire que c'est cette éducation catholique qui vous a un peu forgé ou éveillé votre conscience sociale? Je pense que cette exigence, en fait, d'engagement pour autrui m'a marqué, même si, voilà, après... Vous en êtes sorti... Voilà, même si mes parents, ils avaient toujours plein de contradictions, ils nous emmenaient à la messe tous les dimanches, et puis quand on rentrait à la maison, c'était Léo Ferré, avec cette chanson magnifique, Ni Dieu ni Maître. Il est possible qu'après, j'ai plutôt gardé le Ni Dieu ni Maître, mais j'ai beaucoup de respect pour toutes les spiritualités, et je suis très laïque et très attachée à la liberté de conscience, mais je garde de cette éducation-là la nécessité de la solidarité, de l'altérité, de prendre conscience qu'on est tous interdépendants. Alors au collège, vous vous êtes engagé dans la lutte contre le racisme, et puis au lycée, vous avez mis votre établissement en grève contre la loi de Vaquet à l'époque. Vous dites, j'ai découvert le pouvoir de l'action collective. On y revient à cette idée-là. Quand vous avez pris conscience de ça, est-ce que c'est pas ce qui a déterminé tout le reste de votre engagement? C'est tout d'un coup, vous participez à la grève, vous participez à des manifestations, et vous n'êtes pas là, isolé dans votre lycée au fin fond de la Seine-et-Marne. Vous vous rendez compte que dans les médias, ce mouvement auquel vous vous sentez appartenir, eh bien, va changer le cours de l'histoire, puisqu'il va faire tomber un gouvernement, et nous allons gagner. Là, du coup, je prends conscience de cela, et je souhaite aller à l'université pour pouvoir m'engager pleinement. Je veux faire de ma vie un engagement politique et participer avec d'autres à changer le cours de l'histoire. Et c'est à ce moment-là, à la fac, que vous rejoignez le syndicat de l'UNEF et que vous vous mobilisez notamment contre le CIP, le contrat d'insertion professionnelle. C'était en 1994. Manif, balala enterré, avez-vous vu passer le défunt CIP? Depuis le début, ici à Créteil, c'est Daniel qui écrit les chansons. C'est des chansons spécifiques pour la manifestation, où ça nous permet de dire qu'on la victoire, de dire voilà, on a gagné, on voulait pas nous écouter, on a fait le rapport de force, on est venu dans la rue pendant un mois, on a fait grève, on a gagné. Quelle surprise! À l'époque, c'est déjà vous qui écriviez les chansons. Images. Oui, c'est drôle, hein? Ah, c'est génial. Mais c'est déjà vous qui écriviez les chansons dans les mobilisations syndicales. Et moi, je trouve que c'est important de mettre de la joie. De la joie et de l'énergie, d'où votre surnom, hein, Danette la mitraillette. On comprend bien en revoyant cette archive. L'UNEF vous a logiquement amené au Parti socialiste. Hein, c'était un peu la pouponnière du PS à l'époque. Et au PS, au moment de la guerre du Golfe, vous vous êtes rapproché de Jean-Luc Mélenchon. Et puis en 2000, vous avez rejoint son cabinet au ministère de l'Enseignement professionnel. Vous dites souvent que la politique façon techno, c'est pas votre truc. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans un cabinet ministériel? Vous y avez été heureuse? Eh ben, c'était une expérience extrêmement enrichissante, mais dure à la fois. En même temps, c'est extrêmement important de comprendre comment ça se passe de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'était pas évident, puisque moi j'avais... on vous voit très sérieuse sur le perron du ministère. Voilà, j'étais conseillère d'orientation psychologue, psychologue de l'éducation nationale maintenant on dit, mais j'avais 1 an d'exercice professionnel et je me retrouve dans le cabinet de Jean-Luc Mélenchon, délégué à l'enseignement professionnel,
pour travailler les questions d'orientation scolaire et professionnelle. Donc c'est très difficile, mais en même temps c'est fondamental comme expérience, parce qu'à un moment donné, il va falloir désacraliser ces institutions-là et se dire, notre objectif, c'est la prise du pouvoir pour pouvoir instaurer une autre politique. Par la suite, donc vous avez suivi Jean-Luc Mélenchon au parti de gauche. Pendant toutes ces années, vous vous êtes battu pour les plus pauvres, les plus précaires, tout en occupant un logement de la ville de Paris avec un loyer qui était sous les prix du marché. Alors, vous n'étiez pas dans une situation illégale, mais vos adversaires vous ont reproché une forme de manque d'exemplarité sur ce sujet-là. Pourquoi avoir attendu d'être élu député pour rendre ce logement ? En fait, moi, autour de moi, dans le 20e arrondissement, personne ne me le reprochait. J'y étais avec les droits, c'est-à-dire qu'avec mes revenus, je ne serais pas élu, j'y aurais droit de la même manière, donc il n'y avait absolument aucun abus. C'était pas un HLM c'était pas un logement sous condition social. de ressources, Non, c'était pas mais un logement c'était avec social, un loyer subventionné. Le premier jour où j'entre dans ce logement-là, il est par ailleurs pas en dessous du marché à ce moment-là. J'y entre en 2003. Et donc, pourquoi l'avoir rendu en devenant député ? Parce que j'ai pas du tout envie que ça revienne, parce que là, on sait très bien que les médias ne cherchent que ça, de pouvoir attaquer la France insoumise, et puis que les revenus des députés sont différents. Donc voilà, je déménage. Enfin, j'ai déménagé. On va conclure l'émission par notre quiz à présent. Je vous explique le principe, c'est assez simple. Je vais commencer une phrase et ce sera à vous de la compléter. C'est bon, on y va ? On y va. Avant d'être élu député, je pensais que l'Assemblée... Ce serait très difficile de pouvoir s'exprimer dans une plénière aussi intimidante. Le meilleur happening à l'Assemblée serait de... Moi, je trouve que le fait qu'on ait chanté la Marseillaise au moment du 49-3, en brandissant nos pancartes démocratie, retrait du texte de loi, est extrêmement important. C'est vous qui en avez eu l'idée ? C'est pas moi qui ai eu l'idée, non, mais je la trouve excellente parce qu'il est important de rappeler d'où on vient, de la Révolution française, c'est ce que chante la Marseillaise, et que ce mépris démocratique du 49-3 montre qu'on a au moins 49,3 bonnes raisons de vouloir passer à une 6e République. Enfin, quand quelqu'un me confond avec Marine Le Pen, je vous dis ça parce que j'ai lu dans un portrait que ça vous arrivait dans la rue parfois. Alors en même temps, faut en rire, mais il y a eu des fois des quiproquos, des gens désagréables avec moi. Dans le 20e arrondissement, vous l'aurez compris, l'extrême droite n'est pas du tout appréciée. Et écoutez, c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas tant de femmes que cela en politique. Et donc, on va confondre une blonde avec une autre. Eh bien non, je n'ai rien à voir avec Marine Le Pen. Et je suis profondément attachée au partage des richesses, à la bataille écologique, à la 6e République et à l'antiracisme. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Danielle Simonet, d'être venu dans La Politique et moi.